Bonjour à tous, donc je suis ravie de vous accueillir ce soir pour l'atelier énergie. Nous allons être ensemble de 18h à 19h30. Donc, comme vous avez pu le voir sur le programme, de nombreux intervenants vont venir partager leur expertise avec nous ce soir. Donc évidemment, on aurait aimé vous accueillir en présentiel, mais malheureusement, nous avons dû nous replier sur un format en visioconférence. Mais quand même, pour garder un petit peu d'interactivité, on vous propose de poser vos questions sur le Google Doc qu'on a créé. On a mis un lien cliquable sur la description dans le YouTube et on vous l'a également envoyé par email ce matin pour ceux qui se sont inscrits à l'atelier. Alors, je vais avoir Delphine et Sarah de l'agence Capital Verte qui vont m'épauler dans cet atelier. C'est elles qui vont modérer justement cet espace, ce chat improvisé. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions dessus. Elles me feront remonter les questions que je pourrai poser aux intervenants. Et sachez que toutes les questions qui ne seront pas traitées ce soir dans la plénière, on les renverra ensuite aux intervenants pour que vous ayez toutes les réponses à vos questions. On vous enverra un compte-rendu. Donc l'objectif de ce soir, de cet atelier, c'est de vous donner les moyens à vous, acteurs de territoire, donc entreprises, communes, associations, écoles, institutions publiques, de réaliser les défis Capitale Verte européenne dans lesquels vous êtes engagés, dans lesquels vous allez vous engager, et donc sur le thème spécifique de l'énergie. Alors, pour rappel, avant donc de donner la parole aux intervenants, je veux vous rappeler qu'il y a 3 défis sur le thème énergie. Donc, le premier, c'est je réduis ma consommation et ma facture d'énergie. Donc, on verra par exemple comment cela est possible avec la toute nouvelle plateforme Métro Énergie. Le deuxième défi de l'énergie, c'est rénovation thermique des bâtiments, halte aux déperditions. Vous verrez également que vous pouvez être accompagné par la métropole ou la Banque des territoires pour réaliser vos diagnostics ou vos travaux. Et le troisième défi, je passe aux énergies renouvelables. Nous verrons enfin comment on peut installer des panneaux photovoltaïques ou comment on peut reconvertir notre système de chauffage en un système propre, ou même aussi comment vous raccorder au réseau de chaleur urbain. On va maintenant attaquer tout de suite, non pas avec Céline Issindou, qui malheureusement est confinée chez elle pour cause de Covid, mais avec Timothée Vedren, qui a gentiment accepté au pied levé de la remplacer, qui va nous présenter les objectifs énergétiques du territoire grenoblois pour qu'on ait un peu un état des lieux du territoire avant de rentrer dans l'explication pour vous aider à réaliser vos défis. Quel est le diagnostic, Timothée? Alors, merci. Donc, d'abord, pour présenter un peu le diagnostic du territoire, il faut savoir qu'au niveau de la transition énergétique, on a réalisé donc, un schéma directeur de l'énergie. Ce schéma directeur de l'énergie, il est prévu sur la période 2013-2030. Et en fait, c'est un petit peu un zoom sur les objectifs du plan climat air énergie métropolitain. Et donc, ce schéma directeur de l'énergie va donner tous les objectifs vraiment qui touchent la transition énergétique. Donc, ce schéma directeur de l'énergie, il va à peu près apporter en fait, on va dire 3 chiffres principaux sur la réduction des secteurs, la réduction de la consommation énergétique dans différents secteurs, la production aussi d'énergie renouvelable. Et là-dessus, on va avoir aussi tout ce qui va toucher. C'est à moi de bouger les diapos en fait. Yes. Non, pas encore. L'autre. Nickel. Et aussi après la réduction des énergies fossiles. Donc là-dessus, on va avoir le secteur de l'industrie, résidentielle et tertiaire. Il faut savoir aujourd'hui que tous ces objectifs énergétiques ne pourront être réalisés et atteints que si tous les secteurs s'y mettent, c'est-à-dire le public comme le privé et aussi tout le secteur industriel. Donc, au niveau de la consommation des bâtiments, pour la transition énergétique, le service de la transition énergétique de la métropole, c'est vraiment là-dessus qu'on a un poids et qu'on peut agir. Donc, on a décidé, l'objectif, c'est de réduire de 19% les consommations énergétiques des logements existants. Donc, les maisons individuelles, les copropriétés et aussi tout ce qui va être les logements sociaux. En plus de ça, il y avait toute la partie tertiaire. Donc là aussi, avec une rénovation, une quantité, un pourcentage de réduction des consommations. Donc la photo apparaît pas, mais en tout cas, voilà, on est à peu près à moins 17%. Et donc là-dessus, c'est les locaux, donc les bâtiments publics, mais aussi tout ce qui va être les locaux commerciaux.
Après, il y a aussi la réduction de la consommation par rapport à l'éclairage public. Donc là-dessus, l'idée, c'est de diminuer d'atteindre 60% d'économie d'énergie. Et pour ça, il y a toutes les communes, il y a de plus en plus de communes du territoire de la métropole qui sont en train de signer des chartes d'engagement et qui s'engagent vraiment dans toutes ces opérations de relamping, ça veut dire changer des lampadaires qui consommaient énormément en les remplaçant par des LED. Donc tous ces objectifs de diminution des consommations, d'efficacité énergétique, c'est une première étape donc, pour consommer moins d'énergie sur le territoire, mais il faut savoir que derrière, en fait, on va pouvoir atteindre les objectifs qu'on s'est fixés dans le schéma directeur de l'énergie, en revoyant notre consommation. C'est-à-dire qu'il va aussi falloir revoir comment on consomme et essayer de diminuer à l'origine nos consommations et pas simplement faire des travaux d'efficacité énergétique. C'est vraiment ces deux axes qui vont permettre d'atteindre les objectifs du schéma directeur de l'énergie. Après, au niveau de la métro, on peut aussi accompagner les communes et les entreprises pour changer les systèmes de chauffage. Donc là-dessus, on peut prioriser l'accès au réseau de chaleur urbain, le RCU. Donc là-dessus, on va avoir un zonage qui va être réalisé, qui va obliger les entreprises ou alors les nouveaux logements à se raccorder au réseau de chaleur. Ce réseau de chaleur, il va permettre à la métropole en fait, d'injecter de l'énergie renouvelable directement pour le chauffage des habitants ou alors des entreprises, des bureaux. Après, on va tendre aussi à faire disparaître progressivement le fioul et le propane et à apporter de plus en plus d'énergie renouvelable pour les questions de système de chauffage. Par énergie renouvelable, on entend le bois, en particulier les chaudières à granules qui ont un impact sur la qualité de l'air moins important, le solaire thermique et la géothermie sur nappe. Pour tous les systèmes de chauffage qui ne pourraient pas forcément, on va dire, avoir une énergie renouvelable, l'idée c'est de pousser à acquérir et à transformer son système par des systèmes plus performants, que ce soit au gaz ou à l'électricité. Ensuite, pour la création d'énergie renouvelable, on a différents sites sur la métropole qui le font déjà. Par exemple, le biogaz avec la méthanisation qui se situe sur Aquapol. Donc vous voyez peut-être l'unité quand vous passez sur l'autoroute. Et avec aussi une future unité de méthanisation pour les ordures ménagères qui va arriver. Après, il y a l'idée de multiplier par 6 l'électricité photovoltaïque sur le territoire. Et donc ça, pareil, c'est par 6, on entend qu'il faut que les collectivités, les entreprises et les habitants s'y mettent. Augmenter de 5% l'énergie hydraulique, la cogénération, la multiplier par 2. Et après, tout ce qui est achat et promotion de l'achat d'énergie renouvelable. Donc là-dessus, Gita Muthusamy en a parlé tout à l'heure. C'est à travers le label Vervolt, donc de l'ADEME, qui classe les fournisseurs d'énergie. On peut aussi adapter les réseaux. Donc l'idée, c'est que la métropole va permettre, à travers les contrats qu'elle a avec ses prestataires, comme Enedis, etc., à accueillir plus les énergies renouvelables, à aussi faire attention à ce que le réseau s'adapte à la baisse des volumes qui pourraient transiter quand il s'agit du gaz, à développer un peu les compteurs communicants, tout ce qui est basse température et le stockage de chaleur, et enfin la stratégie hydrogène. Donc c'est la métro qui s'est engagée là-dessus il y a 1 ou 2 ans, je crois, récemment, pour soutenir l'émergence des filières à l'échelle du territoire. Enfin, au niveau opérationnel, on pourrait dire pur et dur, la métro a lancé le service public de l'efficacité énergétique qui est mis en œuvre par un opérateur vraiment principal qui est la SPL ALEC. Donc ce SPEI va regrouper différents dispositifs qui vont permettre d'accompagner les habitants, les communes, les entreprises du territoire. Donc vous connaissez peut-être Murmure qui travaille plus sur la rénovation énergétique des logements, Métro Énergie qu'on va présenter prochainement, et après aussi tout ce qui est le fonds Airbois et Murmure TPE-PME. Et donc tous ces dispositifs peuvent être soit financiers, soit de l'accompagnement technique et vont permettre à tout le territoire justement d'atteindre ces objectifs qu'on s'est fixés d'ici 2030 pour les questions de transition énergétique. Merci beaucoup Timothée pour cette introduction. Donc on a effectivement de nombreux objectifs d'ici 2030 à atteindre si on veut accélérer les transitions sur le territoire. Profitons de cette année Capitale verte européenne pour vraiment lancer cette accélération.
Donc là, on a eu toute une palette d'actions qu'on peut mettre en place. Et là, on va rentrer un petit peu plus en profondeur. Je vais donner la parole à Sheila Denisot de Grenoble pour qu'elle nous présente la plateforme Métro Énergie qui, nous avons de la chance, sort aujourd'hui. Oui, j'excuse Céline Issindou de son absence et je la remplace dans la présentation de Métro Énergie. Alors Métro Énergie, donc c'est une plateforme qui est proposée par Grenoble-Alpes Métropole, donc aux habitants. C'est pour accompagner le défi qui est de réduire de 19% le résidentiel et d'outiller finalement les habitants à suivre leur consommation d'énergie, mais pas que, d'eau aussi, et d'avoir un budget global de dépenses énergétiques et d'eau sur une seule plateforme. Donc on a des plateformes en effet un peu de partout, mais une seule plateforme qui puisse regrouper l'ensemble des fluides, eau, gaz, électricité, bois, fuel, sur une seule plateforme. Pourquoi cette plateforme ? Parce que finalement, tout le monde se pose la question combien je paye d'énergie. J'ai des factures estimées, des factures relevées, il y a des compteurs communicants qui arrivent, ça y est, j'ai enfin des factures réelles. Pour autant, je ne sais pas vraiment comment est-ce que je consomme, quelles sont les habitudes de consommation de mon ménage, de mon habitation, de mon immeuble, éventuellement aussi, finalement, comment est-ce que je peux agir sur ma propre consommation et sur mes usages pour pouvoir mieux les maîtriser et puis agir correctement pour réduire ma facture d'énergie, mais pas que, aussi réduire finalement mon empreinte carbone pour certains. Du coup, l'idée, c'était quand même d'essayer d'accompagner les personnes à mieux comprendre leur consommation. Et mieux comprendre sa consommation, c'est suivre plus finement sa consommation. Donc, si je suis ma consommation sur une plateforme, ça me permet finalement de mieux comprendre et d'avoir des alertes, me dire « Ah, j'ai plus consommé cette semaine, moins consommé cette semaine, pourquoi ?» Je peux me comparer aussi à des personnes qui me ressemblent. Donc sur la plateforme, on peut rajouter ses compteurs communicants pour suivre sa consommation. Donc là, par exemple, on peut rajouter un compteur gaz pour suivre sa conso. Donc si mon logement est équipé d'un compteur communicant, je clique sur j'ai un compteur connecté. Et là, mes données de consommation gaz vont remonter. Donc si je suis sur Grenoble, c'est Greenalp, le gestionnaire de réseau. Si c'est en dehors de Grenoble, ça va être GRDF. Pareil en électricité, c'est en dehors de Grenoble, c'est Enedis. Et sur Grenoble, c'est Greenalp. Voilà, donc selon le gestionnaire de réseau, je peux me connecter ou pas et remonter mes données. Donc, du coup, ça permet de suivre ces consommations plus finement. Donc, si je vais par exemple sur l'électricité, je vais voir que je peux suivre mes consommations non seulement Non, si tu reviens sur ma consommation, désolée, on est deux. Voilà, donc je peux suivre ma consommation en détail et avoir ma consommation en détail jour par jour. Et voilà, si tu vas en janvier, peut-être, parce qu'on est en février, donc il n'y aura rien. Voilà. Donc jour par jour, on a sa consommation. On voit qu'on a plus ou moins consommé, plus le dimanche, moins en semaine, parce que je ne suis pas à domicile. Voilà, donc ça permet de comprendre comment est-ce que je consomme. Et ensuite, on peut suivre aussi des actions. Donc forcément, outiller, c'est pas forcément suivre ses consommations. C'est pas facile parce que le kilowattheure, tout le monde n'est pas adepte de savoir comment est-ce qu'un kilowattheure peut se calculer selon mes usages électriques ou gaz. Et du coup, être accompagné par de l'humain, quand on outille en numérique, c'est bien aussi d'être accompagné avec de l'humain. Donc, on a mis en place aussi une rubrique qui s'appelle « Mes actions », où on peut suivre des recommandations qui sont sur le passage à l'action et des actions qui sont proposées aussi par l'ALEC, l'Agence locale de l'énergie du climat, qui outille aussi, par exemple, pour mieux comprendre si son logement est une enveloppe, une passoire thermique ou pas. Si je dois agir pour pouvoir isoler ma maison, parce que c'est une vraie passoire, et comment est-ce que je peux être accompagnée par de l'humain et aussi par des aides financières. Parce que le passage à l'acte, l'isolation, ça peut coûter cher, et d'être accompagné par des aides qui sont disponibles sur le territoire, c'est bien.
On a remarqué aussi que quand on isole un bâtiment collectif, eh bien, il y a aussi l'effet rebond. C'est-à-dire que j'ai bien isolé, du coup, je peux me permettre éventuellement d'augmenter mon chauffage ou je peux avoir des usages qui sont différents. Du coup, l'idée, c'est aussi d'accompagner le ménage après la rénovation du bâtiment pour avoir des bons gestes pour justement profiter du fait que le bâtiment est rénové et de réduire encore sa consommation d'énergie et ses habitudes de consommation qui soient adaptées à un bâtiment qui a été rénové. On peut agir ensemble aussi. Donc, il y a une rubrique qui s'appelle Agir ensemble. Et là, l'ALEC propose plein d'événements sur lesquels on peut retrouver des thématiques. Donc, par exemple, là, on a découvert l'accompagnement de la rénovation et on peut s'inscrire. Donc, ça peut être soit un webinaire à distance et si ça se passe mieux avec le Covid, ça sera aussi des ateliers en physique où on accompagne du coup les ménages en particulier sur leurs projets de rénovation, sur les questions qui peuvent se poser et aussi trouver les aides qui sont disponibles sur les dispositifs qui sont proposés par le territoire et par l'État. On peut aussi trouver des thématiques aussi sur photovoltaïque, sur toutes les thématiques qui sont en rapport avec l'énergie et l'eau. Ensuite, on peut aussi avoir accès à la rubrique du coup qui est un peu plus haute, qui s'appelle Améliorer mon confort. Et là, on a tout un programme d'action qui est de la simple action sans investissement jusqu'à l'investissement à la rénovation. Donc là, tout est expliqué. On a des actions, on a 3 actions, 4 actions. Sur les actions, on peut dire j'ai démarré ou j'ai arrêté. Donc on a un curseur dans l'action qui sur voir le détail, où on peut se dire, voilà, j'ai commencé mon action, j'ai découvert, l'action est en cours et l'action est réalisée. Ça me permet à moi d'avoir un tableau de bord pour me dire, bon, ça j'ai fait, c'est bon. Et je peux regarder ensuite sur mon suivi de consommation pour voir l'impact de mes actions. Suivre ses consommations, c'est pas simplement aussi réduire sa facture d'énergie pour certains, c'est aussi pouvoir finalement se chauffer. On a des personnes en précarité énergétique qui préfèrent pas se chauffer parce qu'ils savent pas combien ils vont payer à la fin du mois, à la fin du trimestre ou quand la facture va arriver. Donc, ils préfèrent pas chauffer. Le fait de se dire, OK, je mets une consigne à 13, à 14, à 15, je vois combien je vais payer au bout d'une semaine, c'est trop cher, c'est bon, je peux continuer à un peu me chauffer. Donc, il y a ça aussi. Il y a aussi le fait de pouvoir aussi se chauffer. Du coup, quand on revient sur ma consommation, quand on est sur un espace où on suit sans consommation, on aime bien avoir des repères. Donc, on aime bien se comparer à un profil qui nous ressemble. Donc là, on voit sur ce profil-là, qui a été rentré, qu'on est supérieur à la moyenne, à un foyer similaire. Donc là, il y a un gisement d'économie d'énergie. Donc là, on peut se poser des questions à se dire, qu'est-ce que je peux faire pour agir sur ma consommation ? Voilà, donc ça, c'est un outil qui est proposé donc, à partir d'aujourd'hui, comme l'a dit Hélène. C'est à destination de tout le monde, des habitants, propriétaires, locataires, aussi des personnes qui sont des accompagnants aussi, hein, des personnes qui n'ont pas le numérique et qui peuvent être accompagnées par d'autres personnes de leur famille, hein, et qui peuvent avoir accès finalement au suivi de consommation et expliquer aussi à la personne qui est en fracture numérique ses consommations. Du coup, on sait que l'outil peut aider et surtout peut accompagner les conseillers énergie qui sont derrière donc l'écran et qui aident finalement les ménages à suivre leur consommation et à agir. Donc on ne veut pas en rester là, donc on porte le défi finalement au niveau collectif pour pouvoir accompagner les abonnés de Métro Énergie à supprimer finalement les consommations d'électricité qui sont inutiles dans un premier temps. Il y aura un premier défi qui sera de 4 semaines qui sera dédié à l'électricité. Il pourra y avoir d'autres défis à voir comment est-ce que ça se passera toute l'année sur Grenoble Capitale Verte. Donc, dans ces défis, l'idée, c'est aussi d'avoir des newsletters avec des actus, des conseils par saison. Donc, on sait bien qu'il y a le confort d'été, le confort d'hiver, comment est-ce qu'on prépare l'été, comment est-ce qu'on prépare l'hiver, et les conseils qui sont personnalisés sur demande. Donc, vous pourrez aller aussi voir les conseillers énergie qui vous accompagneront justement à la montée en compétence sur l'outil, mais surtout aussi à vous poser les questions si vous avez remarqué des gisements d'économie d'énergie sur certains usages. Et Métro Énergie, c'est important de le dire, c'est le suivi des consommations fines,
qui est permise par les compteurs communicants qui sont déployés par Enedis, GRDF et Greenalp et qui rendent visibles finalement dans le seul compte les consommations, que vous soyez sur Grenoble ou ailleurs. Finalement, c'est aussi la possibilité de faire des défis et d'animer des communautés d'utilisateurs pour ancrer les bonnes pratiques dans le temps. Donc, qu'est-ce qu'on attend finalement de vous, les auditeurs aujourd'hui? C'est d'expérimenter par vous-même ce jeune service public de l'énergie qui vous est proposé, de diffuser auprès de vos salariés. Vous avez des entreprises qui sont des acteurs et des citoyens finalement sur le bassin grenoblois. Et finalement, c'est de diffuser l'information, de collaborer, d'avoir des communautés de salariés qui s'investissent, de pourquoi pas lancer des défis en inter-entreprise. Et puis, on mettra à disposition des flyers, des affiches. Il y aura des webinaires qui pourraient être construits avec vous, co-construits aussi, des vidéos de démo aussi pour pouvoir prendre en main l'outil. Et surtout, c'est relayer la communication sur les défis tout public. Donc, il y aura des défis économie d'énergie dans vos structures, peut-être, pourquoi pas. Donc, n'hésitez pas à contacter donc Céline Issindou, qui est en charge finalement de coordonner ces défis et de vous accompagner à co-construire ces défis au sein de vos entreprises. L'énergie est là, il peut y avoir des économies d'énergie, il peut y avoir aussi finalement des agitations d'idées et d'accompagner finalement le service public de l'énergie à émerger et à faire autrement, mieux finalement, et agir sur vos consommations et les consommations de vos salariés. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Sheila pour cette présentation. Donc, je pense que si vous voulez vous engager dans le défi 3.1, je réduis ma consommation et ma facture d'énergie, maintenant vous savez quoi faire. Je vous engage vraiment, si vous êtes une entreprise, une commune, une association, à vous rendre sur la plateforme Métro Énergie. On va maintenant passer à un binôme, Marc Coulon et Ludovic Viguet, puisque pour réduire ses consommations et sa facture d'énergie, on peut aussi réfléchir en amont à la construction. Quand on construit un bâtiment. Et on a voulu vous présenter ce soir une bonne pratique. Donc, c'est un bâtiment qui a été construit par le département de l'Isère. Donc, c'est le nouveau collège Lucie Aubrac qui a été construit à la Villeneuve. Et apparemment, il est très économe en énergie. Il a été construit avec un bois local. Racontez-nous tout. Oui, donc le collège Lucie Aubrac dans la Villeneuve, c'est un bâtiment économe en énergie construit en bois certifié Bois des Alpes et qui était une demande, c'était dans le programme et demandé par le département. Donc le collège Lucie Aubrac est inséré au parc de Jean Verlac, dans le quartier de la Villeneuve. C'est un collège qui a été livré le 3 janvier 2021. Il vient d'être occupé. La reconstruction de ce collège est une opération emblématique menée par le département au cœur du quartier de la Villeneuve de Grenoble. En lien constant avec l'équipe de direction du collège, le département a engagé de juin 2017 jusqu'à la livraison du collège, donc à la fin de cette année dernière, un important travail de concertation avec les enseignants, les parents d'élèves et les riverains du nouveau projet. Donc, constitution d'un groupe de proximité réunissant parents d'élèves, habitants, unions de quartier, associations, collectivités et éducation nationale. Co-construction de l'enquête relative à l'avenir du collège, enquête en porte-à-porte auprès de l'ensemble des habitants du quartier pour les interroger sur le devenir du collège, caractéristiques, services, implantation, présentation de l'évolution du projet, visite du collège organisée pour les élèves et pour les résidents voisins, communication très importante autour de ce projet, mise en place dès 2017 d'un site internet dédié, diffusion de newsletters et d'une hotline pour répondre aux questions des habitants. Donc vraiment une grande communication autour de ce projet au centre du parc Jean Verlac, au centre de Villeneuve. Donc un procédé constructif innovant, des modules 3D bois construits hors site et un label énergie plus carbone référentiel E plus C-. Le bâtiment a été construit selon des procédés constructifs alliant le bois et le béton. Le rez-de-chaussée est réalisé avec une structure béton, mur et plancher. Les deux ailes des salles de classe au niveau R+1 sont réalisées en module bois 3D hors site. 72 modules ont été préfabriqués en atelier sur la ville de Pontcharrat. Les 4 logements de fonction ont été construits intégralement en ossature bois traditionnelle préfabriquée hors site. L'utilisation de la préfabrication en module 3D bois a eu pour principaux objectifs de réduire le délai global de construction, de minimiser les nuisances liées à la construction du bâtiment et d'assurer une grande qualité de réalisation de l'enveloppe du même bâtiment. Donc, le département a souhaité une labellisation Certivea.
Donc Certivea, c'est la référence institutionnelle en matière d'évaluation et de certification. C'est un label pour contribuer à la lutte contre le changement climatique pour la construction neuve. Donc pour ce projet, on avait défini dans le programme un niveau de performance E3 C1. 500 mètres carrés de panneaux photovoltaïques ont été installés en toiture pour une puissance de crête de 92 kW. Un contrat d'achat total de cette énergie électrique produite par l'énergie radiative du soleil a été contracté avec GEG. Ce dispositif participe à atteindre le niveau E3 du référentiel E+, C-. Je prends la parole. Ça marche. Merci Marc. Donc Ludovic Viguer, architecte, Atelier Métis. Je suis co-concepteur de cette opération. J'ai mené l'ensemble des études et du chantier avec l'ensemble de mon équipe. Mes partenaires Milk, CET, Canopé, IDE, Sora Tech, Alpetude et H2MPC, tous des bureaux d'études qui sont implantés en Isère et avec lequel j'ai travaillé pour réaliser ce collège avec le département et avec les services de Marc. La particularité de la démarche, moi je dirais surtout, c'est ce qu'il faut retenir, c'est que ça repose sur trois fondamentaux. C'est-à-dire la première des choses, c'est finalement la réduction des consommations d'énergie. C'est avant tout, au stade de la conception d'un collège, c'est économiser l'énergie que le collège n'aura pas à consommer. Alors ça paraît être une boutade, mais c'est une réalité. C'est-à-dire que c'est dès les premières esquisses, finalement, c'est réfléchir à partir d'un programme de besoins et d'une volonté forte du département de réaliser un bâtiment exemplaire, c'est réaliser un bâtiment qui soit vertueux sur sa conception. Donc c'est d'abord la compacité, évidemment, des volumes, c'est un thème assez récurrent. C'est bien évidemment, en fonction du site, orienter le bâtiment pour capter l'ensemble des apports solaires qui nous sont disponibles en toute saison. C'est une efficacité fonctionnelle redoutable, c'est-à-dire c'est optimiser les surfaces construites à chauffer et à éclairer, parce que tout mètre carré que je ne construis pas, je n'ai pas à le chauffer. Donc on réfléchit à comment on optimise ces surfaces, mais à fonctionnalité équivalente. C'est la lumière naturelle partout. Quand je dis partout, c'est dans les locaux évidemment, mais c'est aussi dans les circulations, dans tous les espaces qui font la vie du collège. C'est l'asservissement quasiment systématique, pour pas dire même systématique, de l'éclairage artificiel à la lumière du jour, de la ventilation et du chauffage qui sont également asservis par détection d'absence dans les locaux, et des sondes CO2 qui permettent de réguler les débits d'air, notamment qu'on va brasser dans les salles de classe en particulier. C'est une isolation thermique, et j'aurais dû commencer par là, bien sûr, renforcée. C'est tellement évident aujourd'hui que c'est quelque chose qui est rentré maintenant dans les mœurs. Donc l'isolation thermique renforcée, c'est chasser les ponts thermiques d'une part, mais c'est trop souvent, on l'oublie aussi, c'est l'étanchéité à l'air. Et ça commence par ici. Une enveloppe très isolée, mais qui est perméable à l'air, c'est comme si on n'avait rien fait. C'est les occultations en façade qui sont adaptées aux orientations de notre bâtiment. Et c'est la qualité de l'air intérieur aussi, puisque la ventilation double flux, on l'a généralisée dans tout le collège, de partout, dans tous les espaces. Et cette ventilation double flux, on l'a asservi, je le disais tout à l'heure, à la présence, et on a asservi les débits également de manière à récupérer également les calories sur l'air extrait. C'est-à-dire qu'on réinsuffle l'air neuf en ayant échangé avec l'air extrait, et en ayant récupéré la chaleur au passage. Donc ça, c'est les fondamentaux, on va dire, ce que j'appelle, voilà, le premier levier, c'est la conception. C'est le bouton vert. Le deuxième levier, la réduction des consommations d'énergie, et ça, malheureusement, je dirais, c'est pas encore complètement intégré dans nos pensées européennes et françaises. Ça se poursuit dans la démarche de l'appel d'offres, la consultation, et du chantier. Et j'insiste bien sur la notion d'appel d'offres, puisque c'est à l'appel d'offres que se jouent les enjeux de l'opération. On a défini des choses, mais si on n'a pas mis un tamis suffisamment pertinent à la consultation pour sélectionner les candidats à la réalisation de l'ouvrage, et qu'ils en aient toutes les capacités techniques, intellectuelles, et qu'ils en aient aussi qu'elles partagent cette conviction-là, eh ben là aussi on sera passé à côté du sujet. Donc c'est économiser l'énergie que le chantier n'aura pas à consommer, là aussi. Et ça, c'est un levier très important, très très important, parce qu'on ne se rend pas compte, depuis tout à l'heure, on parle de l'énergie que je consomme, mais c'est aussi l'énergie qui est nécessaire pour produire un bâtiment, pour le construire, pour produire des matières premières,
pour produire les matériaux de construction. Et là, on se rend compte que le gap, il est important. Donc sur cette opération, dans le cadre de l'appel d'offres et dans le cadre de la démarche chantier, on a intégré quatre grandes thématiques. La démarche de construction en circuit court, c'est-à-dire faire appel aux ressources locales, faire appel aux énergies locales, mais énergie au sens intellectuel du terme et de production. C'est la construction bois, mais pas que la construction bois, puisque c'est, comme l'a dit tout à l'heure Marc, c'est la construction bois hors site. Alors hors site, pourquoi ? C'est-à-dire c'est préfabriquer l'ensemble du collège dans des ateliers, en dehors du chantier, et amener des modules qu'on assemble. Alors ça peut paraître un peu tordu comme ça, mais l'intérêt là derrière, c'est évidemment de réduire des nuisances sur le chantier, de limiter les déchets, etc., etc. Donc de limiter notre production énergétique pour produire le bâtiment. C'est aussi avoir recours à du béton bas carbone. On a un partenaire qui s'appelle Vicat, ici à Grenoble, qui est intelligent et qui est particulièrement vecteur dans ce domaine-là. Ensuite, c'est faire appel à des entreprises et des intelligences locales. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on travaille localement, on cherche à réduire les transports. Donc c'est des coûts, mais c'est aussi de l'énergie qu'on ne consomme pas. C'est produire localement, c'est utiliser les bons matériaux au bon endroit quand on construit. Ensuite, c'est le recours aux matériaux biosourcés. Alors derrière matériaux biosourcés, on met souvent beaucoup de choses. Nous, on l'a axé vraiment sur la construction bois et sur le recyclage également des déchets bois. Donc la construction bois pour les questions structurelles, et puis l'ensemble d'isolants biosourcés qu'on a utilisés dans ce collège, c'est de la laine de bois qu'on a insufflée dans tous les murs du bâtiment. Et on a utilisé la pierre calcaire, la pierre naturelle calcaire, pour réaliser le soubassement de notre bâtiment. La certification, au-delà de la certification E3 C1, c'était aussi une certification exigée sur la provenance des matériaux mis en œuvre, avec une obligation d'avoir des certifications bois des Alpes, bois de Chartreuse et des écolabels sur tous les matériaux. Et enfin, pour finir, le troisième levier, la réduction des consommations d'énergie, c'est évidemment avoir une approche vertueuse et exemplaire et utiliser une énergie propre et décarbonée et participer à la production massive d'énergie renouvelable. Les énergies renouvelables, j'y reviens pas, Marc l'a souligné, on a 500 mètres carrés de capteurs de capteurs photovoltaïques qui produisent 107 600 kWh par an, garantis sur une productivité de 25 ans. C'est l'utilisation d'une énergie que moi j'appelle recyclable, vous l'appelez renouvelable, moi j'aime cette notion de recyclable, c'est raccordement au réseau de chaleur urbain de la ville de Grenoble. Donc on s'est raccordé avec la compagnie de chauffage, on a raccordé le collège avec la compagnie de chauffage. C'est assurer le confort d'été, puisque en fait, une fois qu'on a compris qu'on réduisait nos consommations d'hiver et que finalement on réalisait un bâtiment extrêmement performant, il ne faut pas en faire une bouteille thermos pour autant. Donc c'est d'avoir une approche passive de manière à assurer un confort d'été qui soit acceptable sur les mois où le collège est utilisé. Et puis c'est la volonté évidemment d'exemplarité du projet, comme l'a souligné Marc, avec une certification réelle du collège Énergie 3, Carbone 1. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation détaillée. Ça donne très envie de faire une visite de ce collège. Peut-être qu'on pourra l'organiser s'il y a des acteurs qui sont intéressés pour pouvoir s'inspirer. On fait payer, par contre. Alors, avant de passer à l'explication du décret tertiaire, parce qu'il faut toujours faire un petit point de réglementation, j'ai une question pour Sheila. Donc, c'est pas pardon. C'est pas la question la plus facile pour commencer. Donc, c'est une question qui a été posée sur le Google Doc. À combien sont estimés les effets rebonds suite à des travaux d'isolation s'il n'y a pas de suivi de la consommation ? Alors, les effets rebonds, s'il n'y a pas de suivi de consommation, c'est ça par rapport à l'isolation ? Oui. Ça va dépendre de plein de paramètres. Donc, peut-être qu'on peut réexpliquer ce que sont les effets rebonds ? Oui, alors au niveau de l'isolation du bâtiment, quand le bâtiment est isolé, normalement, on n'a pas besoin d'autant de température de consigne. Du coup, il faut qu'on règle la température de consigne par exemple, si c'est une chaudière collective. Et si c'est de l'individuel, c'est pareil aussi. Donc l'effet rebond qui peut être visible pour les ménages, c'est j'ai trop chaud et j'ouvre la fenêtre, par exemple. Voilà.
Donc ça, c'est pas une action qu'il faut faire. C'est plutôt comment est-ce que je réduis, comment est-ce que je prends en compte les nouveaux usages qui me sont offerts suite à la rénovation. C'est une isolation qui est plus performante. Et donc, du coup, je vais réduire ma température de consigne, ou je vais régler finalement ma chaudière, ou faire venir un installateur pour régler la chaudière aussi. Où je vais aussi changer mes habitudes de consommation. Voilà, donc ça c'est un aspect d'effet rebond qui peut agir. Si vous en avez d'autres, ça me vient pas en tête. C'est très bien, parce que la deuxième question, c'était qu'est-ce qu'un effet rebond? Donc vous avez fait du 2 en 1. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. On va prendre juste 30 secondes, le temps de changer le plateau avec les nouveaux intervenants. Donc on se retrouve dans 30 petites secondes. À tout de suite. Alors nous allons continuer avec Laetitia Bertin de la Métropole qui va nous faire un petit point sur la réglementation, notamment sur le décret tertiaire. Donc Laetitia, est-ce que tu peux me dire quels bâtiments sont concernés et quelles sont les obligations qu'amène ce décret? Oui, bonjour, merci. Donc effectivement, le décret tertiaire, je pense qu'on peut tout de suite passer du coup à cette slide. C'est un décret qui est paru en 2019. Historiquement, en fait, ça fait très longtemps, depuis... je ne saurais même pas dire exactement, 2010 je crois, qu'il y a un travail qui est fait au niveau national pour essayer d'agir sur le tertiaire. Et en fait, c'est que depuis 2019 qu'on a un décret qui impose en fait, aux bâtiments tertiaires de plus de 1000 m², ou alors à toute partie tertiaire d'un bâtiment à usage mixte. Donc si on a un bâtiment qui comporte du logement, mais également du commerce en rez-de-chaussée, ou un hôtel, je ne sais pas, dont le cumul des surfaces est supérieur à 1000 m², il est concerné. Et également tout ensemble de bâtiments qui sont situés sur une même unité foncière ou sur un même site. Donc ce qui est important de voir, c'est qu'on parle bien du bâtiment. C'est le bâtiment qui est concerné. Donc au niveau des personnes morales ou physiques, c'est le propriétaire et le locataire. L'occupant, mais également le propriétaire. Donc ça peut être un occupant propriétaire ou alors un propriétaire et son locataire qui sont tous les deux concernés. J'ai mis un petit encart spécifique aussi sur la définition du tertiaire. On a un peu tendance à vulgariser la notion de tertiaire, à se dire que c'est finalement le bureau. En fait, non, le tertiaire, c'est vraiment tout ce qui n'est pas résidentiel, industriel ou agricole. Donc, en fait, ça comporte énormément de secteurs. Le bureau, le commerce, la logistique, le stockage. Voilà, j'ai mis un petit peu des exemples. Donc, en fait, c'est vraiment très, très large et on a finalement beaucoup de bâtiments qui sont concernés. Quelles sont les obligations? Il y en a trois grandes familles d'obligations, on va dire. La première, c'est la plus importante, c'est de réduire les consommations d'énergie finale. L'énergie finale, c'est l'énergie facturée, donc c'est vraiment ce qu'on paye à la fin du mois. Alors, on a deux façons de réduire cette consommation. Dans tous les cas, l'objectif est à atteindre en 2030, ou en 2040, ou en 2050. Et soit on réduit sa consommation par rapport à une année de référence qu'on peut choisir, qui doit être en fait constitué de 12 mois consécutifs entre 2010 et 2019. On a la liberté de choisir l'année qui nous arrange quelque part. Donc on a plus intérêt à prendre une année où on a beaucoup consommé.
Soit on peut aussi décider de respecter une valeur de consommation absolue, donc en valeur absolue, qui est fixée par arrêté. Donc il y a des arrêtés qui sont, certains ont été publiés, d'autres sont en attente de publication. Et ces arrêtés définissent ces valeurs de consommation maximale par année, donc soit la valeur 2030, soit la valeur 2040, soit la valeur 2050. Et elles sont différentes selon les catégories d'activité, et elles sont modulées en fonction de la zone climatique et de l'intensité d'usage du bâtiment. Évidemment, on ne va pas demander à un bâtiment ouvert 24 heures sur 24 d'avoir la même consommation qu'un bâtiment qui est ouvert peu de temps dans l'année. Ce qui est important, c'est qu'il n'y a aucune dérogation qui est possible à cette obligation pour un bâtiment qui est concerné. Il y a uniquement une modulation de l'objectif qui est possible. Et pour ça, il y a un dossier technique qui est à réaliser avant 2026 par un bureau d'études ou un acteur spécifique. Donc là, il y a beaucoup d'éléments dans le décret, mais je n'ai pas le temps d'aller dans le détail. Et il y a aussi la possibilité pour quelqu'un une personne morale qui possède plusieurs bâtiments dans plusieurs départements, peu importe, qui a beaucoup de patrimoine, de mutualiser en fait l'atteinte de ses objectifs sur l'ensemble de ses bâtiments. Donc il peut très bien faire beaucoup d'efforts sur un bâtiment et peu sur un autre, dans la mesure où en 2030, il a atteint l'objectif au global. Les deux autres obligations, c'est de déclarer les consommations chaque année sur une plateforme nationale de l'ADEME. La première déclaration là, est à faire avant le 30 septembre 2022 pour les consommations des années 2020 et 2021. Et la troisième obligation, c'est d'afficher une notation dite éco-énergie tertiaire. Donc, c'est une sorte d'attestation qui est en fait un peu comme un DPE tertiaire, qui est constitué, donc là je vous ai mis la petite image, mais en fait il y a tout un document un peu plus complet qui donne vraiment l'atteinte des objectifs occupant par occupant. Donc quand on est dans le cas d'un bâtiment multi-occupant, une copropriété, on a vraiment les résultats de chaque occupant qui est traduite sur l'espace qu'il occupe. Et donc ça donne un petit peu où se situe le bâtiment par rapport à sa trajectoire d'amélioration sur l'échéance décennale. Et donc ça donne un petit peu l'idée de la valeur énergétique, de performance énergétique de ce bâtiment. L'année 2022, c'est vraiment une année d'apprentissage. Donc, les services de l'État l'ont déjà évoqué plusieurs fois. Il y a le droit à l'erreur, que ce soit pour la déclaration si on se trompe la première fois ou pour le choix de l'année de référence. Donc, il y a vraiment une stratégie globale à adopter pour pouvoir se conformer à cette nouvelle obligation. Selon sa situation, la stratégie est vraiment différente. Enfin, en tout cas, elle peut vraiment varier. Mais là, j'ai remis un petit peu des grandes lignes de cette stratégie. La première chose, c'est évidemment de connaître son patrimoine, de connaître ses consommations. On ne peut pas faire d'efforts sur quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc la première étape, c'est vraiment de savoir d'où on part pour pouvoir ensuite faire les déclarations de consommation. Savoir s'il vaut mieux raisonner en objectif par valeur relative ou absolue, choisir son année de référence, moduler ses objectifs, planifier la réalisation d'études techniques au plus tard en 2026, donc si jamais c'est nécessaire pour certains bâtiments. Et ensuite, définir un plan d'action d'amélioration énergétique. Donc, on a aussi des schémas directeurs immobilier énergie qui se font pas mal pour les propriétaires de plusieurs bâtiments, qui sont d'ailleurs, a priori, pour les acteurs publics, pour être prochainement subventionnés en Auvergne-Rhône-Alpes par l'ADEME. Et ensuite, évidemment, rechercher des financements, que ce soit les aides nationales, les aides locales, trouver aussi des sources de financement avec des prêts, et enfin mettre en œuvre les actions. Et enfin, pour terminer, un rapide calendrier réglementaire pour vous montrer un petit peu où on en est. Je ne vais pas tout décrire, de toute façon, je pense que ce sera disponible si besoin. Là, on est en février 2022, donc en fait, on a une consultation qui est en cours sur l'arrêté de certaines valeurs absolues de tout le reste de la segmentation. Pour l'instant, on a les valeurs absolues que des bureaux, de l'enseignement et de la logistique. Donc les valeurs absolues, ça veut dire la consommation maximale pour ces activités-là. Donc voilà, si jamais vous voulez aller faire un tour pour voir votre activité et quelle est la consommation maximale, vous pouvez le faire. Et puis, donc au premier semestre 2022, on devrait avoir les dernières activités qui manquent. Et enfin, en septembre, il y aura donc la date limite pour déclarer ses consommations. Et j'ai mis également quelques ressources parce qu'il y a énormément d'acteurs qui réalisent de la sensibilisation, des explications en replay, des webinaires, etc. Et notamment, j'ai mis celui qui sera réalisé prochainement par OID Consultant, qui présentera bientôt
le dispositif diagnostic énergie de la métropole. Merci. Alors maintenant qu'on a bien compris le cadre dans lequel s'inscrivait ce décret, je vous propose de passer, on était à la théorie, on va passer à la pratique avec Franck Mabillon de la ville de Grenoble qui va nous expliquer comment la ville justement de Grenoble s'est mise en ordre de marche pour respecter le décret tertiaire. Bonjour, donc oui, je vais expliquer en quelques diapositives ce qu'on a prévu, nous, à la ville de Grenoble, pour se mettre en conformité avec ce décret. Alors d'abord, il faut savoir que ce décret, quand il est sorti en 2019, pour nous, ça a été plutôt une mauvaise nouvelle, voire une très mauvaise nouvelle, on l'a pris comme ça en tout cas, parce qu'on se heurte à quelques handicaps ou difficultés au niveau de la collectivité, c'est-à-dire qu'on a un patrimoine qui est plutôt très important. On a plus de 650 bâtiments au sein de la ville de Grenoble, 650 000 m² à peu près de surface dédiée. Donc on en a besoin pour répondre à l'ensemble des politiques publiques, des services publics qui sont demandés par la population, que ce soit dans le domaine scolaire, sportif, culturel, social, etc. Mais malgré tout, on a un ratio quand on se confronte à d'autres collectivités, quand on se compare à d'autres collectivités qui est plutôt élevé, d'à peu près 4 m² par habitant, alors que souvent les villes de strates à peu près équivalentes sont plus proches de 2,5 ou 3. Donc on a une vraie difficulté, c'est qu'on a beaucoup de bâtiments. Et l'autre difficulté, je ne l'apprendrai à personne, c'est que Grenoble s'est beaucoup développé dans les années 60-70, avec un fort développement démographique, avec les JO de 1968 et pas mal de bâtiments emblématiques qui ont été construits à cette époque-là. Et franchement, vous le savez tous, pas la meilleure époque pour les questions de performance énergétique des enveloppes des bâtiments. Donc quand on fait le point sur tout ça, on se confronte à une grosse difficulté, c'est qu'on a plus de 150 bâtiments. Quand on rentre un peu dans le détail de ce que Laetitia vient de présenter en termes d'application du décret, 150 bâtiments de plus de 1000 m² qui sont concernés par le décret tertiaire. Donc si on se dit que sur ces 150 bâtiments à horizon 2030-2040, il va falloir réduire de 2 à peu près la consommation de chacun de ces bâtiments, là on ne sait pas trop comment faire parce qu'on l'a déjà fait, on le fait encore, de faire des rénovations bâtiments basse consommation sur du patrimoine existant. C'est long, c'est coûteux, c'est compliqué, et surtout pour des bâtiments en site occupé, c'est très complexe à mettre en œuvre. Alors après, la bonne nouvelle quand même, c'est que le décret, il dit quand même qu'un des objectifs, c'est de suivre les consommations de tous ces bâtiments et puis d'essayer globalement d'abaisser les consommations. Et pour ça, on est plutôt bien armé. C'est-à-dire que depuis des dizaines d'années, il se trouve qu'au sein de la collectivité, on a des agents qui font du suivi de consommation. Suivi qu'on a étoffé, développé au fil du temps. Donc on produit par exemple tous les ans un bilan qui fait un récapitulatif de l'ensemble des postes de consommation de la collectivité, et puis qui permet de comparer certains bâtiments entre eux, de montrer les évolutions positives ou négatives, de faire une espèce de classement du top 20 des plus consommateurs ou du flop 20, je ne sais pas, des plus consommateurs. Et on a affiné ce suivi, comme je le disais, au fil du temps, avec aussi des suivis plus réguliers sur certains postes de consommation. Par exemple, toutes les semaines, on fait une analyse de tous nos postes de consommation de chauffage. On a aussi développé du monitoring avec des pas de temps 10 minutes. Ça ressemble un petit peu à ce qui a été présenté tout à l'heure pour les particuliers avec Métro Énergie, mais sur tous nos bâtiments très consommateurs, on a du matériel qui a été mis en place pour mesurer en temps réel la consommation d'électricité, par exemple, de tous ces sites, et puis ça nous permet de faire des expérimentations, de voir l'importance de telle ou telle action, etc. Donc ça, on est plutôt bien équipé, donc c'est une chance, plutôt une bonne nouvelle, ça pour le coup, pour le décret, puisqu'il va falloir déclarer toutes les consommations, et il se trouve qu'on les connaît plutôt bien. Et puis l'autre point, c'est que au niveau des consommations d'énergie, puisque l'esprit du décret c'est de faire baisser les consommations d'énergie, on est plutôt aussi dans une trajectoire qui est plutôt bonne, plutôt vertueuse, puisque depuis 2005, on a réduit à peu près alors l'année 2020 n'est peut-être pas très significative, mais de 30 à 39% à peu près les consommations d'énergie sur notre parc. Donc on est plutôt dans la bonne voie. Ici, on fait une projection 2010-2030, puisque là, une référence du décret, c'est plutôt 2010. Qu'on se dit qu'à 2030, il faut faire 40% d'économie d'énergie, on est à peu près à la moitié du chemin, en gros, sur ce patrimoine. Donc on est plutôt bien parti. Malgré tout, il y a encore des efforts à faire, bien sûr, parce que économiser encore la moitié de 50 gigawattheures, c'est pas très simple. Donc pour ça, on s'est beaucoup questionné en interne.
Et on s'est dit qu'il fallait absolument actionner des leviers qui étaient indispensables pour réduire les consommations encore de notre patrimoine dans les années à venir. Alors bien sûr, il y a la rénovation énergétique globale des bâtiments, donc on va l'intensifier. On a fait tout un travail avec nos élus, avec les services liés à l'éducation, avec les services liés au sport, pour identifier les bâtiments qu'on va devoir rénover en priorité. Donc il y a des projets qui sont partis, qui sont en cours de travaux, d'autres qui sont en cours d'études. Et on a toute une projection comme ça à moyen terme pour rénover des bâtiments. Il faut aussi absolument qu'on se mette en ordre de marche pour poursuivre à bon escient des travaux d'amélioration partielle, puisque c'est quand même souvent notre quotidien quand même de faire des améliorations partielles, c'est-à-dire rénover une classe, c'est pas forcément une école. Rénover une toiture terrasse, c'est pas forcément tout le bâtiment. Donc là, on a engagé tout un travail de formation de nos différents services, de collaboration plus étroite, pour ne pas rater des opportunités en réalité. C'est-à-dire que lorsque l'un va travailler sur le remplacement de fenêtres d'un bâtiment, aujourd'hui, il doit savoir que son acte, il est important, qu'il ne faut pas qu'il, entre guillemets, tue le gisement à venir, et donc qu'il n'empêche pas plus tard de faire une isolation par l'extérieur, et qu'il fasse les bons choix pour le positionnement des fenêtres, pour le choix du matériel, etc., etc. Donc on a tout un travail là-dessus. On s'est attaqué aussi à la rationalisation des surfaces. On l'a fait en regroupant des ateliers qui étaient répartis sur la ville en un seul site. On l'a fait sur des locaux administratifs avec le récent centre communal Camille Claudel. Et on va le faire encore prochainement pour des différents stockages répartis sur le territoire. On va travailler avec les usagers, continuer à améliorer le suivi aussi, puis valoriser le renouvelable. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est nécessaire pour atteindre les objectifs du décret, donc réduire les consommations globales sur l'ensemble du patrimoine. Et notre année 2022, elle va être assez studieuse. Donc c'est l'année capitale verte pleine de défis et d'événements, mais pour nous ce sera aussi l'année de préfiguration de la déclaration finale de septembre 2022 là, pour le décret tertiaire. Donc dès ce mois-ci, là, on va prendre en main la plateforme. C'est le conseil qui est donné à travers tous les webinaires actuellement. C'est mettez votre système en place, installez-vous sur la plateforme, prenez-la en main, vous en verrez les difficultés, les facilités ou pas d'utilisation. Ensuite, on va ajuster notre périmètre d'application. Alors, on connaît très très bien nos bâtiments. Par contre, il y a encore des choses qu'on n'a pas bien ajustées. C'est dans le décret, il est dit que quand il y a plusieurs bâtiments de moins de 1000 m² sur une même unité foncière, ça doit rentrer aussi dans l'obligation. Donc bref, il y a des choses à affiner. Et puis, il y a des bâtiments qu'on connaît moins bien. C'est ceux qui sont gérés par des tiers, des bâtiments en DSP ou autres. Donc, on n'est pas forcément bien les consommations. Donc, on va avoir tout un travail de collecte à faire à ce moment-là, au printemps. Et ensuite, on va avoir un travail stratégique, ce que Laetitia évoquait, c'est de se fixer des objectifs. Est-ce qu'on va déclarer des années de référence, des valeurs absolues? Enfin bon, on va travailler là-dessus à la fin du printemps et du coup, en interne, avec nos petits bras musclés, on devrait être prêt pour septembre pour faire la déclaration finale, tout en restant en veille et puis en profitant de toutes les ressources que Laetitia évoquait. Il y a beaucoup de webinaires qui sont organisés. On va travailler en collaboration avec les autres communes de l'Agglo, avec la SPL ALEC aussi, pour un titre de conseil. Et puis ce ne sera pas une fin en soi, septembre 2022, puisque ce sera notre première déclaration. Mais on a bien compris que du coup, il y avait quelque chose qui s'installait dans la durée et que tous les ans, donc, il faudrait être organisé pour ajuster ces déclarations, pour également faire le suivi de tous nos plans d'action qui permettent la réduction des consommations. Voilà. Peut-être c'était un petit peu long, mais je vais laisser la parole à mon Merci Franck. Merci pour ce témoignage qui va inspirer des communes, des entreprises qui doivent aussi respecter le décret tertiaire. J'imagine qu'elles pourront vous contacter si elles ont des difficultés, si elles ont besoin d'être un petit peu aiguillées dans leur démarche. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous, on vous mettra en relation. Je vais maintenant passer la parole à Arnaud de Roubaix de la Banque des Territoires. Car si vous voulez aussi vous engager dans ce défi, donc la rénovation thermique des bâtiments, la Banque des Territoires accompagne les communes, les établissements publics, les bailleurs sociaux dans les projets de rénovation thermique. Donc déjà, bonsoir à tous. Oui, effectivement, la rénovation énergétique des bâtiments publics est une priorité du gouvernement à travers son plan de relance et également du grand plan d'investissement qui a été lancé. Donc l'objectif, on l'a déjà vu, il s'agit de favoriser les économies d'énergie, de réduire les émissions de CO2 et également d'encourager tout ce qui est énergie propre. On l'a vu également, et peut-être encore plus sur Grenoble, comme vous l'évoquiez, la majorité des bâtiments publics en France ont été construits avant les années, avant 75. Donc ça veut dire qu'effectivement, ce sont quand même certains sont des passoires. Et donc, ils nécessitent aujourd'hui des investissements importants pour répondre
aux besoins des usagers et au confort que ceux-ci attendent. Donc la rénovation énergétique de ces bâtiments publics, il faut essayer de l'appréhender de façon globale. Alors déjà, d'un point de vue environnemental, pour s'inscrire dans la démarche positive et répondre aux attentes réglementaires, on vient d'en parler. Également en termes d'usage, et encore plus maintenant avec les différents impacts du changement climatique qu'on commence à voir sur les températures, afin d'assurer le confort des usagers et aussi des nouveaux usages, des nouveaux besoins des gens qui utilisent ces bâtiments. Et puis également d'un point de vue économique, parce que ces bâtiments coûtent cher d'un point de vue de l'exploitation. Donc il faut vraiment regarder tout ça. Sur les deux premiers points, honnêtement, je ne suis pas compétent. Moi, je vais pouvoir vous parler peut-être plutôt du côté exploitation et coût des bâtiments et comment essayer d'amortir tout ça. Donc la Banque des territoires propose 2 solutions. Alors déjà, une solution classique, on va dire, de prêt, à la différence peut-être que les prêts peuvent être vus sur des durées très longues, on peut aller jusqu'à 40 ans. Donc ça permet également de pouvoir lisser les charges et de pouvoir peut-être avoir une action de plus grande ampleur par rapport, justement, si vous avez beaucoup de bâtiments à rénover. Et puis, on a une solution un peu plus innovante, une solution de lean tracking. Bon, j'ai du mal à le dire. Lean tracking, c'est plutôt pour tout ce qui est sur des projets avec un retour sur investissement plus court. Donc dans ces cas-là, on va travailler avec la collectivité pour regarder les gains qu'elle peut obtenir, et puis derrière, on va faire une avance de fonds. Et cette avance de fonds, la collectivité pourra faire les travaux, et une fois qu'ils seront faits, la collectivité suivra justement les économies réalisées et pourra rembourser cette avance de fonds grâce aux économies réalisées. Donc là, on est sur une solution gagnant-gagnant. C'est gagnant doublement pour la collectivité déjà parce que en termes économiques, ça lui permet de lancer des travaux et de ne pas avoir l'argent à verser. Et puis c'est également gagnant écologiquement et donc c'est gagnant écologiquement et économiquement. Donc c'est vraiment une solution qui est intéressante, mais qui est ciblée sur une certaine catégorie de travaux. Là, on était sur les bâtiments publics. Après, on travaille énormément avec les organismes de logements sociaux pour tout le logement social. Aujourd'hui, on finance l'intégralité de la construction. La qualité des logements construits par les organismes de logements sociaux est vraiment excellente. Ils construisent des bâtiments en bois avec un confort, vraiment des bâtiments qui sont je veux dire, chacun aimerait y habiter, un confort pour les habitants. Par contre, ils ont des bâtiments plus anciens, et c'est là où se pose la question de la rénovation. Nous, on travaille régulièrement avec eux, donc on évoque ces sujets de rénovation. On travaille aussi, on essaie de participer aux ateliers sur ce thème d'Apsis, qui est l'association qui regroupe les bailleurs sociaux de l'Isère. Donc on travaille avec eux et on a essayé de leur proposer différentes solutions. Donc déjà la solution, on est toujours côté financier, donc c'est toujours des formes de prêts avec des taux fortement bonifiés par contre sur la rénovation énergétique. Et un peu le principe, si vous voulez, le taux il est bonifié, ça c'est clair, et le montant qu'on va pouvoir accorder, c'est en fonction du gain énergétique potentiel qui sera réalisé. Donc plus le gain est élevé, plus le prêt bonifié pourra être important. Donc c'est quand même assez intéressant. Et l'idée derrière tout ça, on a aussi d'autres solutions plus techniques, de modulation, de remboursement. Enfin bon, on ne va pas rentrer dans le détail, sinon je vais endormir tout le monde. Et l'idée derrière tout ça, c'est d'assurer des logements plus agréables aux locataires. Donc ça, voilà, et on fait attention surtout aussi également à ce que les organismes de logements sociaux conservent une bonne santé financière, parce que leur but, leur métier premier, c'est de construire de logements, donc il faut qu'ils puissent à la fois rénover leurs logements anciens et continuer à en construire des nouveaux afin de pouvoir garantir un logement accessible à tous. Donc ça, c'est vraiment les points importants, et c'est pour ça qu'on travaille notre offre dans ce sens-là. Voilà, si vous le permettez, j'aimerais juste faire une petite... toujours parler d'énergie, toujours parler de logement, mais je vais parler d'une filiale qui vient d'être lancée par la Caisse des dépôts. Là, on n'est pas sur l'économie d'énergie, c'est Logivolt Territoire, donc qui développe les bornes de recharge Aujourd'hui, on a une offre pour le logement privé
on va dire, collectif. Parce qu'aujourd'hui, en fait, quand vous habitez dans un immeuble, c'est compliqué d'investir dans un véhicule électrique parce que vous ne pouvez pas le recharger. C'est compliqué de mettre en place une borne de recharge parce que les solutions sont coûteuses. Donc là, justement, cette filiale propose une offre par rapport à ça afin de pouvoir lisser la charge et de permettre ce développement de véhicules électriques pour les personnes qui habitent en résidence collective. Et on a une deuxième offre qui ne va pas tarder à arriver, justement, à destination des bailleurs sociaux pour permettre justement également l'installation de bornes électriques et le développement d'essayer de démocratiser ce type de véhicule. Voilà. On vous fera revenir quand on abordera le thème mobilité alors pour un nouveau témoignage. Merci. Donc, commune, établissement public, n'hésitez pas à contacter la Banque des Territoires et à vous fixer des objectifs très hauts, parce que plus ils seront hauts, plus les prêts que vous pourrez obtenir seront avantageux. Donc voilà, c'est vraiment l'année pour vous lancer dans des travaux de rénovation thermique. Je vais maintenant passer la parole à OID Consultant, à François Goubet. Parce qu'apparemment, il est possible de faire des diagnostics énergétiques. Donc, à qui s'adresse-t-il Comment peut-on être accompagné ? Tout à fait. Alors, bonjour à tous. Donc, en effet, on a une offre de conseil qui est proposée par la métropole de Grenoble à destination des entreprises et TPE-PME. C'est un petit diagnostic énergie. Donc l'objectif, c'est d'accompagner des entreprises qui n'ont pas forcément de connaissances sur leur consommation énergétique, qui ont envie d'agir sur le sujet, parce que on l'a vu avec les discussions qu'il y a pu y avoir avant, il y a de plus en plus de contraintes réglementaires pour réduire les consommations. En fin d'année aussi, 2021, ça a échappé à personne, mais le prix de l'énergie, il a fortement augmenté. Donc c'est aussi des leviers pour pousser et inciter les entreprises à agir sur ces thématiques-là. Donc l'objectif de ce diagnostic énergie qui est gratuit et qu'on réalise depuis 2019 pour les entreprises de la métropole de Grenoble, c'est de réaliser déjà un état des lieux des consommations énergétiques. Qu'est-ce qu'elles payent, quel est le coût de leur facture énergétique, quelles sont les consommations que ça va représenter. On intègre aussi une notion d'impact environnemental, puisque il peut y avoir des entreprises qui sont plus ou moins sensibles à ces thématiques. Et une fois qu'on a fait ce petit état des lieux, on essaye de trouver des pistes d'amélioration que l'entreprise pourrait mettre en œuvre pour réduire sa facture. Donc pour ça, on intervient sur le site, donc sur une demi-journée plutôt. L'objectif, c'est de pouvoir découvrir l'activité de l'entreprise. On accompagne des entreprises de tout secteur d'activité, de la métallurgie, de la plasturgie, du tertiaire, de la signalétique, il y a vraiment tout secteur. Donc on découvre son activité, on découvre ses contraintes et ses besoins au niveau consommation énergétique. Et nous, ce qu'on aime bien faire, c'est poser des appareils de mesure. Donc comprendre comment l'entreprise consomme son énergie, pas juste avoir une facture mensuelle, mais plutôt pouvoir voir sur une semaine ou 2 semaines, au pas de temps de la minute ou de la dizaine de minutes, comment l'entreprise consomme son énergie électrique, son énergie gaz, et pas voir que le général du site, mais aussi pouvoir se concentrer sur certains usages. C'est que il y a souvent des enjeux sur le chauffage, donc on essaye de cibler un peu plus ce poste de consommation-là. Donc tout ça, c'est des données qu'on récupère, on essaye de récupérer là, pas mal de choses pour analyser toutes ces données et pouvoir rédiger un rapport ainsi qu'un plan d'action qu'on va pouvoir ensuite présenter aux entreprises. Hop. Donc cette expertise, on la développe depuis maintenant plusieurs années. Donc on est un bureau d'études qui est basé à Lyon avec 2 thématiques, énergie et déchets. On a accompagné à peu près plus de 1000 clients sur ces thématiques à travers des dispositifs mis en place par les collectivités, la métropole. On travaille beaucoup avec l'ADEME, la BPI. Et on aime bien montrer aux entreprises qu'on peut faire des gains sur cet aspect environnemental sans forcément dépenser trop d'argent. Il y a toujours des actions simples à mettre en œuvre. Même dans le cadre de ces diagnostics qu'on fait là sur la métropole, on rencontre des entreprises qui sont plus ou moins avancées dans leur démarche. Donc il y a des entreprises qui ont déjà mis en place des actions, d'autres qui se sont jamais posé la question. Et même chez les entreprises qui ont déjà bien avancé, on trouve des actions d'amélioration. Hop, ça je vais passer. Donc on est une équipe de plusieurs personnes qui peuvent intervenir pour répondre aux besoins. Et donc, depuis 2019, donc on a réalisé à peu près une 50aine de diagnostics. Là, il y en a environ 4 qui sont en cours pour des entreprises. On trouve en moyenne 27% d'économie sur les consommations et à peu près 30% d'économie sur la facture énergétique.
On peut aussi proposer des accompagnements plus spécifiques sur des thématiques précises. Il y avait, par exemple, Laetitia va en parler tout à l'heure, un retour d'expérience, mais sur un ESAT qui avait une thématique très ciblée sur la climatisation. Donc on agit, on répond à ce besoin très spécifique. Il y avait aussi des accompagnements spécifiques sur la mise en place du photovoltaïque, où il fallait définir les besoins, savoir si c'était intéressant de faire de l'autoconsommation ou de la revente. Et donc là, tout à l'heure, je parlais de mesures, et c'était intéressant de pouvoir faire des mesures pour cette entreprise, pour définir quelle était la puissance atteinte maximale et voir la meilleure solution pour envisager le photovoltaïque. Et on regarde aussi tout ce qui est C2E, donc les certificats d'économie d'énergie, qui sont un des dispositifs de subvention qui permettent de mettre en place des actions. Donc depuis maintenant 2020, on réalise aussi des études enveloppes qui sont intégrées dans ces diagnostics. Donc on prend en compte l'enveloppe des bâtiments. Et on en a parlé sur Grenoble, il y a beaucoup de bâtiments qui sont assez anciens. On n'épargne pas les entreprises non plus, qui peuvent avoir des bâtiments très peu isolés. Et donc on peut leur proposer aussi des actions spécifiques sur cette thématique pour qu'ils puissent améliorer le confort thermique de leurs salariés et en même temps réduire leur consommation et répondre aux exigences du décret tertiaire, puisque certaines entreprises, même industrielles, peuvent être éligibles, assujetties à ce décret. Au niveau de la répartition des actions, là sur les graphiques que vous pouvez voir à l'écran, on est souvent à peu près à un tiers, entre les actions rapides, les actions à temps de retour un peu plus long et les actions à temps de retour beaucoup plus long. Alors évidemment, maintenant qu'on a fait un diagnostic énergie, qu'on a établi des actions à mettre en place, on a envie de les réaliser, mais on n'a pas forcément les financements et la métropole a un dispositif d'accompagnement pour les TPE-PME que Laetitia va nous expliquer. Oui, donc on a mis en place Murmure TPE-PME au moment du plan de relance métropolitain en octobre 2020. L'objectif, c'était vraiment de transformer l'essai, c'est-à-dire que ça faisait déjà un peu plus d'un an qu'on réalisait des diagnostics auprès d'entreprises. On se rendait bien compte que voilà, ça aidait énormément d'identifier toutes les clés, tous les points d'amélioration possibles, mais on sentait bien que, notamment avec la crise sanitaire, le petit coup de pouce financier, c'est vraiment pas de trop pour aider le passage à l'action. Donc ce fonds d'investissement est de 2,5 millions d'euros. Il est ouvert jusqu'en 2026. Il concerne l'ensemble des actions d'amélioration du bâtiment, donc pas de tout ce qui concerne le process, c'est vraiment uniquement l'immobilier d'entreprise. Et donc l'objectif, c'est d'accompagner, donc on disait qu'il y a une quarantaine d'entreprises qui ont été accompagnées là, avec le diagnostic, même un peu plus si on compte les accompagnements de l'ALEC. Mais l'objectif, c'est d'aller jusqu'à 190 entreprises à mettre sur ce chemin vertueux. Donc les entreprises éligibles, c'est les TPE et les PME, également les associations à caractère économique, donc qui ont vraiment une activité avec des salariés et qui ont une production. Voilà. Donc combien c'est de subventions et comment ça marche, comment ça se passe. Donc c'est une aide maximale de 37 500 €. En fait, on a 30 000 € d'aide plafond pour l'enveloppe bâtie, donc c'est tout ce qui concerne l'isolation, les menuiseries, les portes sectionnelles par exemple, et 7 500 € pour les équipements de chauffage, ventilation et d'éclairage. Tout ça c'est soumis quand même à un minimum de travaux de 5 000 €. Et le taux de subvention en fait varie en fonction du temps de retour sur investissement de l'action qui est mise en œuvre. En fait, la volonté politique, c'est vraiment d'accompagner plus fortement les actions qui ont un temps de retour plus long, donc supérieur à 5 ans, avec un taux de subvention de 30%. Donc, pour l'instruction de l'aide et le versement, en fait, finalement, c'est assez rapide. Enfin, en tout cas, ça peut être assez rapide. Il y a un dossier de candidature à remplir pour vérifier l'éligibilité. Ce dossier est transmis par les développeurs économiques de la métropole, donc du service développement économique. Suite à ça, il y a un diagnostic énergie qui est obligatoire, qui est réalisé soit par la métropole, il est gratuit, mais ça peut aussi être un diagnostic écoflux qui est financé par l'ADEME et BPI France. Et sur la base de ce diagnostic, toutes les actions sont listées et précisent les temps de retour. Ce qui est important aussi, c'est que ce diagnostic il permet d'avoir un accompagnement en termes d'ingénierie financière, puisqu'on identifie l'ensemble des aides
qui sont possibles pour les travaux. Donc pas uniquement l'aide de murmure TPE-PME de la métropole, mais également les C2E et encore hier le crédit d'impôt qui malheureusement n'a pas été prolongé. Et ensuite, sur la base de ce diagnostic, l'entreprise peut nous proposer des devis qu'elle fait faire par des artisans, des entreprises de la réalisation. Et sur la base de ces devis, on calcule un montant de subvention, on signe une convention de financement. Tout ça peut être vraiment très rapide. Et la subvention est versée une fois que les travaux sont effectués et qu'on a la facture avec les travaux conformément à ce qui était prévu. Donc là, je vous ai mis un exemple de simulation financière. Donc ça, c'est un projet qui a été... d'ailleurs, la convention de financement est en cours. C'est une entreprise de génie climatique, d'ailleurs, hein, qui avait fait l'objet de ce diagnostic. Et donc, on avait les différentes pistes d'amélioration qui étaient listées. Donc, on voit qu'on avait autant des actions qui concernent l'enveloppe, avec des temps de retour très importants, comme l'isolation de l'atelier, les remplacements des menuiseries, etc. Mais également des actions à temps de retour beaucoup plus courts, comme mieux réguler le fonctionnement de ces ventilations en période d'inactivité. Bon, effectivement, là, le coût est un peu insignifiant et faire une convention de financement pour 30 €, c'est pas beaucoup, mais disons qu'on embarque ces travaux et ces financements dans le cadre d'un projet de rénovation globale. Et donc, on voit ici que finalement, plus de 50% du projet d'amélioration énergétique était financé si l'entreprise cumulait toutes les aides et on l'accompagne pour justement effectuer toutes les démarches administratives pour obtenir ces aides. Et donc, on a un temps de retour qui est divisé par 2 mécaniquement. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour une entreprise. Voilà. Et ensuite... Et je crois que tu avais un exemple justement d'un ESAT qui a profité de ce dispositif à nous expliquer très rapidement. Très rapidement. Donc, effectivement, l'ESAT Sainte-Agnès qui nous avait contactés à la base pour savoir si on finançait l'installation des climatisations. Et finalement, ils ont fait le diagnostic énergie. Parce que leur problématique, en fait, c'est qu'ils occupent un bâtiment très récent, finalement, mais dans lequel ils se sont implantés, mais avec une activité avec beaucoup de chaleur dissipée, avec des équipements qui... ils sèchent du linge, ils font des lavages, etc. Donc, du coup, ils avaient trop chaud et ils voulaient mettre une climatisation. Et le diagnostic énergie réalisé par OID Consultant a permis vraiment de comparer une solution de climatisation classique et une solution de ce qu'on appelle adiabatique. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais c'est quelque chose de beaucoup plus vertueux en termes écologiques. Ça nécessite aucun gaz et fluide frigorigène. Ça fonctionne par un système de vaporisation d'eau dans l'air. Et en fait, ils sont revenus vers nous après, parce qu'ils ont fait ce diagnostic en 2019, et c'est qu'en 2020 qu'ils ont approfondi le sujet, qu'ils ont fait faire des devis. Et effectivement, ils ont bénéficié d'une subvention de 15 000 € au titre des équipements. Donc pour ce système de rafraîchissement adiabatique et également pour la mise en œuvre d'une peinture blanche sur toiture pour réduire les apports solaires par la toiture. Donc, ce qu'on peut juste dire très rapidement pour finir, parce que j'avais un autre exemple, mais je ne sais pas si on pourra l'aborder, c'est qu'en fait, il se passe toujours beaucoup de temps finalement, entre le moment où on démarre la prise de conscience de ses consommations, de ce que ça coûte, etc., où on commence à se pencher sur des travaux, à provisionner un petit peu des sous pour les payer, et le moment où vraiment on passe à l'action et on les réalise. Et là, il s'est passé 2 ans pour les AT. Et le tout dernier exemple... très très rapide, puisque les travaux sont en cours. C'est une autre entreprise de génie climatique, mais ce n'est pas la même que précédemment, et qui a eu également une subvention pour isoler un bâtiment existant dans lequel elle s'implante pour sa nouvelle activité. On vous communiquera de toute façon tous les supports de présentation pour que vous ayez le détail des retours d'expérience. Donc maintenant, si vous voulez vous lancer dans des travaux énergétiques et faire labelliser cet événement Capitale Verte, vous avez toutes les cartes en main, puisque vous avez eu des exemples de bonnes pratiques, des dispositifs qui vous aident à financer vos travaux, qui vous accompagnent pour vos diagnostics. On va maintenant passer aux derniers intervenants, donc les 2 derniers. Donc je suis désolée, on a commencé un petit peu en retard, donc on finit un petit peu en retard. On va faire juste 30 secondes de pause, le temps de changer, d'accueillir les nouveaux intervenants. Et n'hésitez pas à utiliser le Google Document pour poser vos questions si vous en avez. À tout de suite.
On attaque la dernière session de cet atelier énergie avec Timothée Védrenne de la Métropole qui revient, qui avait démarré cet atelier. On va passer maintenant sur le défi comment passer aux énergies renouvelables. Timothée, si je veux installer du photovoltaïque sur mes bâtiments, si je suis une entreprise ou une commune, comment je fais ? Alors, pour tout ce qui est photovoltaïque, aujourd'hui, la métropole propose, on va dire, vraiment deux solutions. Une première qui est continue. Ça veut dire qu'elle va aller, en fait, labelliser donc, des installateurs, mais aussi des bureaux d'études pour apporter des solutions aux entreprises qui souhaitent installer du photovoltaïque. Donc là-dessus, on va avoir donc un appel à manifestation d'intérêt. Donc les installeurs et les bureaux d'études intéressés qui ont les compétences pour vont pouvoir répondre. Et derrière, en fait, la métropole va s'assurer que ces installateurs et ces BE techniques en fait, proposent des solutions qui sont cohérentes, qui fonctionnent. Puisque c'est vrai que de temps en temps, quand on entend photovoltaïque, on se dit qu'il y a beaucoup d'escrocs. Mais aujourd'hui, ça a bien changé. La filière s'est vraiment professionnalisée. Et il y a aussi un vrai retour sur investissement quand on installe du PV. Il faut savoir que le photovoltaïque, comme je disais au tout début, on a donc un objectif de multiplier par 6 la production sur le territoire et il y a un quart de ce potentiel qui se situe sur les toitures des entreprises. Donc c'est-à-dire qu'on a vraiment besoin et on est vraiment prêt à accompagner les entreprises pour qu'elles installent du PV sur leur toiture. Donc pour ça, il ne faut pas hésiter, si jamais vous avez envie, à contacter Claire Mazoyer, qui est ma collègue et qui pourra vous mettre en relation avec les installateurs, les bureaux d'études, donner cette liste. En plus de ça, la métropole va, alors, de manière plus ponctuelle, proposer un appel à initiative privée. Donc le dernier date de fin 2021, où on a des entreprises et des développeurs, donc des personnes qui vont installer du photovoltaïque, qui se mettent en relation grâce à la métropole via tout ce qui est les marchés publics. Et derrière, ça va permettre qu'il y ait un grand nombre de développeurs qui n'auraient pas forcément entendu parler des projets des entreprises, qu'on les mette en relation et que, ensemble, ils arrivent à construire une offre qui permette à l'entreprise et aux développeurs de s'y retrouver, que ce soit financièrement, en termes aussi de production d'énergie renouvelable. Donc voilà pour le photovoltaïque, la métropole aide vraiment sur ces deux aspects. Alors, en termes d'énergie renouvelable, on peut aussi se raccorder au réseau de chaleur urbain. On a François Sivardière de la CCIAG avec nous. Expliquez-nous qu'est-ce que c'est le réseau de chaleur urbain et en quoi c'est une énergie renouvelable. Bonsoir à tous. Alors effectivement, je vais vous parler donc du chauffage urbain en 3 points. D'abord une première définition puisque c'est un système de chauffage qui n'est pas forcément très très bien connu. On verra ensuite en quoi le raccordement chauffage urbain peut s'inscrire dans un défi énergie renouvelable et très rapidement le mode d'emploi qu'on ne détaillera pas mais on donnera les principaux éléments. Alors un chauffage urbain, c'est un chauffage central à l'échelle d'un quartier, d'une ville et dans le cadre de notre métropole, donc d'une métropole. Il est constitué de 3 éléments essentiels, un réseau de chaleur, donc au sens strict, qui assure la distribution de la chaleur. Cette chaleur étant produite de façon centralisée, c'est-à-dire que ce n'est pas une chaufferie par bâtiment. Pour le réseau de chaleur de la métropole, on a 4 principales unités de production de chaleur. Et l'ensemble de ces centrales et de ce réseau de chaleur permet de distribuer de la chaleur à l'équivalent de quasiment 100 000 logements dans la métropole grenobloise. Donc on dessert plusieurs bâtiments pour le chauffage, l'eau chaude, voire le process industriel quand c'est nécessaire. Donc de façon plus graphique, puisqu'à l'heure de cette soirée, on retiendra plus facilement les centrales de production de chaleur, le réseau de canalisation, donc deux tuyaux entre guillemets disposés la plupart du temps sous la voirie, un qui amène la chaleur au niveau des bâtiments et un autre qui ramène l'eau, puisque c'est l'eau le vecteur de la chaleur. L'eau qui a été refroidie en cédant ses calories dans les différents bâtiments via des sous-stations d'échange thermique qui jouent le rôle des chaufferies plus classiquement connues. Le réseau de la métropole grenobloise, c'est le 2e réseau de chaleur français. Il est constitué de l'ordre de 180 km de canalisation. Vous avez 4 centrales de production de chaleur, à Tanor à la Tronche, la Poterne à Saint-Martin-d'Air, la Villeneuve sur Ebens, en frontière de Grenoble, et plus récemment Biomax sur la presqu'île scientifique.
Et le réseau de chaleur permet de distribuer les logements et tout type de bâtiments autres dans 6 communes, plus sur GR, seulement la partie du campus. Donc on est limité, comme vous le voyez, à l'ouest par le Drac, au nord quasiment par l'Isère, sauf une petite extension du côté de la Tronche avec le CHU en particulier. Et on franchit la rocade essentiellement au niveau des Bains et des Chirolles pour descendre jusqu'à Pont-de-Clé. Alors pourquoi est-ce que le raccordement du réseau de chaleur, au réseau de chaleur peut s'inscrire dans un défi énergie renouvelable? Pour une raison relativement simple, c'est que la chaleur produite et donc la chaleur livrée à l'ensemble des usagers et des bâtiments est produite à quasiment 80% à partir d'énergies renouvelables comme le bois ou de récupération comme la chaleur produite par l'incinération des ordures ménagères au niveau d'Atanor. On a également, comme vous le voyez, de la chaleur industrielle. Ça, c'est une chaleur de récupération également depuis une plateforme industrielle au niveau de Pont-de-Clé. Et donc, un recours aux énergies fossiles relativement faible. À l'échelle française, les réseaux de chaleur valorisent au niveau de 60% environ des énergies renouvelables. Et comme vous le voyez, on est à 80% avec un contenu CO2 qui est très très faible, donc 58 grammes de CO2 émis pour la production et la livraison surtout de 1 kWh d'énergie thermique. Donc ça permet de faire d'importantes économies en termes de CO2 donc, par rapport à la solution plus classique gaz, et encore plus pour le fioul qui est encore plus émetteur de CO2 que le gaz. En termes de mode d'emploi, la principale chose à retenir, s'il fallait en retenir une, ce soir, c'est cette adresse mail projet.raccordement@cciag.fr qui permet de nous contacter et de nous adresser votre demande. Le message principal que j'aurais à faire passer ce soir pour les personnes qui veulent relever ce défi, c'est d'anticiper. Un raccordement au réseau de chaleur, ça ne peut pas se faire comme ça en un mois, du jour au lendemain, entre guillemets. Ça prend plusieurs mois, il y a des études qui peuvent être assez longues à faire. Les travaux se font essentiellement durant l'été. Donc effectivement, typiquement pour un raccordement en 2022, ça va être trop tard. Par contre, pour un raccordement à l'horizon de l'hiver 2023-24, donc dans un peu plus d'un an, vous pouvez déjà nous contacter. L'idée, c'est qu'effectivement, nous, on va faire une étude technico-financière pour savoir si le raccordement est rentable. Bien sûr, il y a quand même, on ne raccorde pas à n'importe quelle condition. Cette étude technico-financière, elle va être accompagnée également pour le prospect ou pour la personne intéressée d'une réponse que j'appelle tout compris ou clé en main, avec deux postes financiers, le droit de raccordement. Pour ça, on a besoin à la fois de la puissance nécessaire et de la distance au réseau. Bon, la distance au réseau, c'est nous qui l'établirons. La puissance, c'est la personne intéressée qui nous la communiquera. Et également un devis sur l'aménagement de la chaufferie, puisque pour transformer une chaufferie, qu'elle soit gaz ou fioul, en sous-station, il y a quand même un certain nombre de dépenses. Et donc là encore, on établira ce devis de façon à ce que la personne intéressée ait l'ensemble des éléments en sa connaissance pour faire son choix. Donc ce raccordement est possible pour les grosses entreprises, les bâtiments communaux? Alors tout type de bâtiment chauffé avec une chaudière collective d'une certaine importance, on va dire à partir de 50 kW, 100 kW, ça devient effectivement intéressant. Effectivement, typiquement les maisons individuelles, malheureusement, dans la plupart des cas, ne consomment pas assez pour pouvoir rentabiliser les investissements nécessaires pour un raccordement. Donc effectivement, on est sur des chaufferies collectives. Ok, merci beaucoup. Et alors justement, pour les particuliers, est-ce que ce qu'ils veulent reconvertir leur système de chauffage en un système de chauffage propre, est-ce qu'il y a des dispositifs qui sont mis en place, Timothée? Alors, au niveau de nouveau de la métropole, on va avoir ce qu'on appelle le fonds chaleur. Donc le fonds chaleur, c'est un dispositif qui va accompagner de A à Z les communes et aussi les entreprises pour installer un nouveau système de chauffage. Donc par exemple, on entend le bois, la géothermie ou le solaire. Cet accompagnement, c'est important vraiment de se dire que c'est de A à Z. Ça veut dire qu'à partir du moment où une entreprise ou une commune a une idée d'un projet, et ben en fait, elle va se faire accompagner par la SPL ALEC pour développer un peu cette idée, pour essayer de voir quel choix technique s'offre à elle,
voir la partie montage financier, aussi tout ce qui va être l'aide à la réception une fois que la technologie aura été choisie. Et après, même, on regarde 1 an plus tard si il y a eu les résultats attendus ont été escomptés, si voilà, on est vraiment sûr, on est satisfait en fait de la nouvelle technologie qu'on a mis en place. Au niveau donc de cet accompagnement, c'est une première étape à partir du fonds chaleur. Et après, il faut savoir qu'il y a eu une subvention en plus à l'investissement. C'est-à-dire que vous avez un accompagnement qui va être gratuit. Donc voilà, c'est simplement arriver avec son idée en se disant j'ai envie d'avoir un système de chauffage qui est vertueux. Et après, pendant qu'on va avoir tout cet accompagnement, on va avoir un calcul. En fait, vous allez être accompagné et on va vous proposer un calcul d'aide financière qui va pouvoir être très rapidement en fait, calculé. Et on va pouvoir ensuite soit remplacer un système neuf, installer un système neuf, ou justement remplacer un ancien système de chauffage. On peut aussi de temps en temps se dire que on a on a plusieurs systèmes pour un même bâtiment et il faut savoir que le fonds chaleur en fait permet d'intervenir que sur une partie du bâtiment si c'est ce que vous souhaitez et donc sur une partie du système de chauffage. Au niveau du montant de la subvention, donc vous allez pouvoir toucher une subvention en fait dès le premier mégawattheure. Cette subvention, elle va varier entre 25 et 75% de l'investissement. Cette variation, en fait, elle va être liée par rapport à la technologie que vous allez choisir, la quantité de mégawattheures aussi que vous allez générer. Donc le montant de la subvention, comme je disais, il est connu très tôt dans le projet, justement pour que très vite vous puissiez vous positionner en disant c'est quelque chose je veux me lancer là-dedans, ou alors il faut attendre un petit peu, il faut que je consulte les banques, et donc ça permet en fait en parallèle de la réflexion sur est-ce que c'est possible ou non, pouvoir ensuite enclencher très vite la mise en place de la nouvelle technologie. Au niveau donc un peu plus global, ce fonds chaleur, c'est une enveloppe de 2,7 millions d'euros pour l'investissement. Et on se retrouve avec déjà 44 projets qui sont aidés sur le territoire et il y en a 150 qui sont accompagnés depuis 2018. Donc ce fonds chaleur, encore une fois, c'est la SPL ALEC, donc à l'adresse mail que vous pouvez voir, qui va pouvoir vous accompagner. Donc l'idée, c'est vraiment, encore une fois, c'est dès l'idée en fait, de changer sa technologie de chauffage pour un système de chauffage propre, il ne faut pas hésiter de les contacter parce qu'ils vont pouvoir, avec vous, analyser, voir la pertinence de votre projet et puis même, pourquoi pas, vous amener plus loin si jamais c'est possible et que financièrement, c'est quelque chose qui paraît raisonnable. Voilà. Merci. Donc, ce fonds chaleur qui est adressé aux communes et aux entreprises. Donc, n'hésitez pas à solliciter ces dispositifs. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Vous avez maintenant toutes les cartes en main si vous voulez vous engager dans des défis Capitale Verte européenne. Donc, si vous voulez réduire votre consommation et votre facture d'énergie, si vous voulez vous engager dans des travaux de rénovation énergétique et passer aux énergies renouvelables, vous avez eu tout un listing de dispositifs qui existent, qui sont portés par les collectivités. Vous avez eu des échanges de bonnes pratiques. Donc, rendez-vous sur greengrenoble2022.eu pour labelliser vos défis et on sera là pour vous accompagner. Merci.